fondation habituelle, leur core habituel, ça va être de lancer des nouveaux produits. Et j'ai été très, très surpris de voir que Meta était capable de lancer avec une équipe simplement de 30 personnes une application similaire à Twitter aussi rapidement. Le temps nous dira s'ils sont capables vraiment d'avoir beaucoup de gens qui l'utilisent, mais force est d'admettre que sur un horizon de 2 à 3 ans, ça peut devenir une nouvelle ligne de distribution intéressante pour de la publicité. Donc ça, je pense que ça a été un point assez marquant pour l'année 2023. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast qui vous fait passer de 1000 à 100 000 $ de budget par jour sur Facebook Ads. Il est produit par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis d'ailleurs terriblement pas seul car je suis accompagné de 3 personnes, à savoir Danilo Duchesne, fondateur de l'agence DHS. Comment ça va, Danilo ? Super, et toi ? Écoute, ça va nickel. Bonne année, bonne fête à tous, parce qu'on enregistre ce podcast le 5 janvier, le vendredi 5 janvier. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi Benjamin Durand, fondateur de l'agence Social Desk. Comment ça va, Benjamin ? Merveilleusement bien en ce début d'année. Ouais. Très bien, c'est ce que j'aime entendre. Et la dernière personne qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Antoine Gagné, fondateur de l'agence J7 Media. Comment ça va, Antoine ? Je suis en pleine forme. On fait un recap de l'année 2023. Donc, ça va être plaisant de faire ça ensemble. Exactement. Si vous êtes assidu sur Social Scaling, Feu Social Selling, vous savez qu'on avait déjà fait un épisode avec cette équipe-là à propos de Meta pour faire un petit récap de ce qui s'était passé en 2022 et ce qu'on attendait de 2023. Donc, c'est le moment de refaire ce récap. Comme je vous ai dit, on enregistre avant le rapport Q4 de 2023 de Meta. Donc, on va devoir faire un peu avec ce qu'on a dans l'immédiat. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à mentionner. Pour vous, du coup, toute première question, quelle nouveauté vous a marqué chez Meta en 2023 et qu'est-ce que vous pensiez d'ailleurs qui allait arriver en 2023 globalement ? Dans les nouveautés qui m'avaient marqué, peut-être que ça m'a marqué parce que c'était plutôt en fin d'année, c'est tout ce que Meta a lancé sur la gestion des budgets, notamment la planification budgétaire, que je trouve une fonctionnalité hyper intéressante pour aider les annonceurs à plus facilement scaler leur campagne, puisque maintenant tu peux dire à Meta, les périodes durant lesquelles tu es prêt à augmenter tes budgets, soit de X%, soit de X euros. Donc ça, je trouvais ça intéressant. J'aime bien aussi le fait que maintenant, ils sont en train de faire disparaître la fameuse histoire de si tu augmentes ton budget de plus de 20%, tu réinitialises la phase d'apprentissage. Parce qu'ils ont l'air de suggérer maintenant des augmentations de budget recommandées, de dire voilà, maintenant, si tu dépenses 200 € par jour, tu peux dépenser jusqu'à 400 € sans perturber ta phase d'apprentissage. Ça, c'est parfait. Donc ça m'a marqué. Et puis après, je dirais une autre que je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus et qu'on a un peu découvert dans nos business managers au fur et à mesure de l'année 2023. C'est Advantage Plus Audience, qui est quand même l'option qui est en train de remplacer les audiences manuelles telles qu'on les connaît avec les audiences par intérêt, audiences similaires, parce que maintenant, en fait, avec cette option-là, qui actuellement n'est pas obligatoire, mais va peut-être le devenir dans le futur, on donne simplement à Meta des suggestions de ciblage du type intérêt, audience similaire, audience personnalisée, et puis après, Meta peut agrandir l'audience tant qu'il en a envie et tant que ça peut améliorer les perfs. Et ça, je trouve qu'ils en ont pas beaucoup parlé, alors que ça peut totalement changer la façon dont on cible des audiences sur Meta. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, l'automatisation, ça a été un des plus grosses avancées chez Meta en termes de campagne. Benjamin, est-ce que tu as envie de réagir à ça ? Est-ce que tu as envie aussi de nous donner, toi, ton propos là-dessus ? Oui, complètement. Je rejoins là-dessus sur la partie IA. C'est vrai que le boost vraiment des campagnes Advantage Plus, où il y a vraiment toute une suite qui a été organisée autour de ça par Meta, on a vraiment vu au fait un écosystème qui s'est développé autour de ça. Et pas juste au fait un effet de bord de se dire tiens, c'est une mode au fait d'intégrer l'IA. Je pense que vous avez pu le voir aussi, mais nous on a pu le constater quand même qu'il y avait des performances qui étaient assez fortes aussi sur ces campagnes-là. Donc l'IA, c'est pas juste pour faire joli, il y a aussi quand même beaucoup de performances derrière tout ça. C'est pas anodin parce que dans une perte au fait de données avec les cookies tierces qui est assez forte, en fait finalement l'IA vient un peu combler cette perte de données et ça nous aide finalement à mieux gérer les campagnes. Donc ça je vous rejoins totalement là-dessus et je pense qu'on le verra dans une autre question, on verra que c'est aussi 2024, ça va être là-dessus. Moi, j'avais noté d'autres choses. On avait parlé du métavers l'an dernier, Et oui, effectivement. le fameux. Et en fait, c'est pour moi aussi, ce qui m'a marqué, c'est la non-présence au fait du métavers finalement en 2023, où on se demandait si on allait enfin lancer dans nos campagnes, dans nos gestionnaires de publicité méta des campagnes métavers. Non, hein, complètement échec à ce niveau-là. Alors, je sais pas si c'est bien, pas bien. En tout cas, c'est vrai que on aurait pu croire en 2023 qu'on commence à investiguer un peu cet univers-là et c'est pas le cas. Il y a aussi autre chose qui m'a marqué,
Également, c'est parce que c'est quand même un gros mouvement, ça a été que Meta devienne, enfin Facebook devienne payant. Et il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, je pense, de nous, en fait, les agences, mais aussi des annonceurs, sur qu'est-ce que ça va engendrer en termes de taille d'audience, en termes de publicité, en termes de concurrence, en termes d'enchères, parce que finalement, ça va réduire l'audience et on va se battre avec un plus petit gâteau. Bon, globalement, force est de constater que c'est surtout, au fait, une annonce qui a été là pour on va dire une obligation légale d'un point de vue RGPD en Europe et moins une stratégie qui est vraiment poussée par Meta pour générer du chiffre d'affaires qui reste comme la publicité. Donc c'est vrai que ça a été une annonce assez forte dans l'écosystème, mais finalement qui a, pour moi en tout cas, aucun impact business à l'heure actuelle. Je pense pas que ça en ait non plus en 2024. J'ai pas le chiffre de personnes qui ont pris ce serait intéressant, un pourcentage en fait d'utilisateurs qui ont pris un plan payant. Mais bon, en tout cas, j'en connais pas du tout autour de moi et je pense pas que ça soit une majorité, en tout cas. Donc ouais, ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Et au-delà, effectivement, des ajustements, des fonctionnalités nouvelles qu'on pu mettre sur le manager directement. Il me semble que ça n'a pas été publié le pourcentage des utilisateurs européens qui ont activé cette clause de protection des données. Et je reviens aussi à toi, Danilo, mais j'y pense. Le système pour scaler, effectivement, c'est absolument génial. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient lancé ça en Q4, à savoir le pire moment pour aller tester ce genre d'optimisation, clairement. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on va suivre. J'allais vous poser la question, vous avez testé cette fonctionnalité ou toujours pas? Moi, je l'ai fait pour moi, pour mon compte à moi, mais je l'ai pas fait pour les autres gros comptes qu'on a. Là, par exemple, on a un compte, on a bien scalé pour fin décembre, début janvier. Enfin, j'ai préféré qu'on augmente directement le budget manuellement dans la campagne le 28 décembre, même si c'était voilà, un jour un peu plus de fête, que de Ouais. laisser Meta aller jusqu'à X% d'augmentation, parce qu'on n'est pas sûr qu'il allait vraiment le faire. Donc moi, ça fait justement partie de mes attentes cette année, c'est qu'ils développent bien ce truc-là, qu'ils mettent aussi des conditions, c'est un moyen. On en parlera peut-être après. Mmh. Clairement, l'IA, en tout cas, incroyable. Antoine, à ton tour, qu'est-ce qui t'a marqué en 2023 chez Meta? Ouais, ben écoute, j'avais dit l'année dernière que j'allais faire des t-shirts Facebook Ads is cool again. Je suis toujours en attente. Il y a des enjeux de livraison, donc on se les a pas fait livrer encore, mais je crois toujours à ce statement. Je pense que 2022, vers la fin de l'année, avait démontré clairement une recrudescence des résultats que tu pouvais avoir dans tes campagnes de publicité. Ça, c'était indubitable. Et ce qui s'est également déroulé, c'est qu'il y a eu une dynamique intéressante, c'est-à-dire que pendant que Meta était en train de contre-attaquer avec tous les enjeux qu'ils avaient eus avec Apple, les élections de 2016, bref, ils étaient vraiment continuellement sous la loupe depuis plusieurs années. Ils ont été capables de contre-attaquer en générant des bons résultats avec leur campagne. Mmh. Et Mark Zuckerberg est devenu fit. Donc, il a commencé à s'entraîner et il a fait en sorte que son organisation soit en meilleure forme aussi. On se rappelle, il a renvoyé 21 000 personnes. Donc, des fois, tu te poses la question à se dire qu'est-ce que ces 21 000 personnes-là faisaient. Et automatiquement, ce qui s'est déroulé, c'est qu'il y a eu une augmentation des ventes. Si on regarde trimestre après trimestre, il y a une augmentation quasiment de chacun des trimestres de plus de 10%. Le dernier trimestre, Meta a fait 34 milliards de dollars de revenus, une augmentation de 23% sur l'année dernière, avec 11,5 milliards de bénéfices nets. Les organisations qui font plus que 10 milliards de bénéfices nets par trimestre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment, et on a été capable de le voir dans le cours de l'action de l'entreprise, ça a été assez impressionnant à ce niveau-là. Donc, et si on regarde un petit peu plus au niveau publicitaire, comme vous l'avez fait, les gars, il y a des points, je trouve, qui sont intéressants, qui sont vraiment revenus. C'est-à-dire, avant iOS 14, on était capable de voir beaucoup plus en détail les résultats selon les différentes fenêtres d'attribution. C'est revenu. C'est assez intéressant de voir ça. On est capable de faire une meilleure allocation budgétaire sur des campagnes, sur des objectifs de conversion. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, année très forte pour Meta en 2023. Et peut-être le point qui m'a le plus marqué cette année, en 2023 sur Meta, c'est le lancement de Threads. Ouais, j'avais noté. Ça passe peut-être un petit peu plus inaperçu parce que ça a été lancé très rapidement. Beaucoup de résultats au départ. C'était pas lancé en Europe. Au début, c'était surtout en Amérique du Nord pour des soucis légaux. Maintenant, c'est rendu en Europe. Et on n'en parle pas tellement, mais Threads est en train de grandir. Ils l'ont intégré avec une manière assez intelligente sur Instagram maintenant, où est-ce que très rapidement, tu es capable de voir des contenus Threads sur ton fil Instagram.
quand les chiffres du 4e trimestre vont sortir, à mon avis, on va avoir une vue un petit peu plus claire sur les taux d'activation des gens sur Threads. Et je pense que ça va être très intéressant de voir la suite des choses parce qu'il faut comprendre une chose. En ce moment, les grosses entreprises technologiques ne peuvent plus faire d'acquisition. Littéralement, c'est arrivé il y a quelques semaines de ça. Il y avait Adobe pendant 1 an de temps qui essayait d'acheter Figma pour 20 milliards de dollars. L'acquisition a été complètement contrecarrée. Donc, la seule manière que ces grosses entreprises-là maintenant vont être capables d'aller chercher de la croissance en dehors de leur fondation habituelle, leur core habituel, ça va être de lancer des nouveaux produits. Et j'ai été très, très surpris de voir que Meta était capable de lancer avec une équipe simplement de 30 personnes une application similaire à Twitter aussi rapidement. Le temps nous dira s'ils sont capables vraiment d'avoir beaucoup de gens qui l'utilisent, mais force est d'admettre que sur un horizon de 2 à 3 ans, ça peut devenir une nouvelle ligne de distribution intéressante pour de la publicité. Donc ça, je pense que ça a été un point assez marquant pour l'année 2023. Clairement, clairement. Ça montre aussi une volonté toujours de croissance de la part de Meta. Comme tu l'as dit, les grands joueurs ne peuvent plus faire d'acquisition. Meta souvent copiait les fonctionnalités d'autres applications. Et là, parce qu'on parle notamment des Reels qui ont explosé en 2023, l'utilisation de cet emplacement, notamment publicitaire. Là, Threads, c'est un peu le premier gros à se lancer avec une nouvelle application et à essayer de le faire adopter au grand public. Vous en pensez quoi, Benjamin et Danilo? Ouais, complètement. Alors c'est là le temps dira effectivement si c'est pas un effet de mode sur quelques mois, voire une année, et derrière ça redescend en termes d'activation et d'utilisation de la plateforme. Hein. Vraiment, il y a que le temps qui pourra nous le dire. Mais dans la stratégie de Meta aujourd'hui, qui va être effectivement où il y a plus de rachats possibles réellement, donc ils vont vraiment vouloir pousser ça. Et puis comme on l'a dit aussi, je pense que ça vient avec un manque au fait où aujourd'hui on a X qui est anciennement Twitter qui perd aussi des abonnés avec ce qui se passe chez eux en termes de qu'Elon Musk qui plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de X, donc qui vont peut-être trouver dans Thread un nouvel emplacement de discussion pour eux. Donc non, ça va être intéressant de voir ça sur 2024. Quoi. Je m'étais noté quelques points en 2023 qui m'avaient marqué. Alors là, pour le coup, vraiment publicitaire, la nouveauté sur les lead ads avec les formulaires qui diffèrent selon les réponses. Ça, je pense que Benjamin, toi, tu as pu l'utiliser un peu. Ouais, on l'a vraiment bien pensé, effectivement, et toutes les règles qu'on peut mettre en place, des conditions là-dessus, c'est vraiment très puissant. Ça nous a permis, au fait, de mieux qualifier les leads. Globalement, parce qu'il y avait un problème de qualification de leads sur les leads ad form, que généralement, on disait plus de volume, mais moins de qualité qu'une landing page classique. Donc là, ça vient un peu contrebalancer ça, et maintenant, on arrive clairement à avoir des leads qualifiés quand on a des formulaires peut-être un peu plus poussés avec des conditions. Mhm. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Parce que c'était ça la grosse problématique avec C'est ça. avec ce support de lead ad, pour le coup, qu'on aime bien. C'est juste qu'il y avait cette problématique de qualité, donc c'est parfait, effectivement. C'est un pas en avant vers la qualification des leads. Autre point que je m'étais noté, je suis étonné que la collaboration Ray-Ban et Meta soit maintenue, malgré l'arrêt de 15 000 projets chez Meta après le départ de 21 000 personnes, comme tu l'avais dit, Antoine. L'avancée de l'IA aussi, un truc que j'ai appris très récemment, mais Meta a lancé son propre, en fait, ça s'appelle Meta Imagine, et c'est comme DALL-E, c'est comme Midjourney. C'est-à-dire que vous pouvez créer des images à partir d'une IA faite par Meta. C'est disponible que aux États-Unis pour l'instant ou en Amérique du Nord, donc j'ai pu le tester avec un VPN. C'est la première marche vers peut-être d'autres outils qui vont arriver, mais plutôt bien. Évidemment, la version payante de Facebook, ça on en a parlé, lancement de Thread. Et globalement, alors après vous me direz ce que vous en avez pensé, mais 2023 pour Meta en termes de publicité, génial. Juste moi je suis un petit peu agacé par toutes les fonctionnalités qu'ils nous imposent et qu'il faut constamment aller décocher, notamment sur les visuels C'est clair. lorsque vous lancez des nouvelles campagnes. J'ai remis un peu le nez dans les campagnes récemment. J'ai fait des campagnes pour moi et je trouve que le temps pour créer une campagne, c'est un peu allongé avec toutes ces fonctionnalités que tu dois désactiver. Et on a une autre dont j'allais vous parler, c'est le fait qu'aujourd'hui, maintenant, on peut intégrer Facebook Shops directement dans les ads. C'est-à-dire, on peut taguer un produit en story ou dans le fil d'actualité. Et en fait, avec ça, ça se fait automatiquement et ça met parfois les mauvais produits. Donc, admettons qu'on met un produit en avant qui est une chaussure, il pourrait taguer automatiquement un sac. Donc, ça ne le fait pas trop à ce niveau-là en termes de cohérence. Et voilà, du coup, je trouve qu'ils peuvent l'améliorer clairement. Clairement. Et du coup, maintenant, on va se tourner sur 2024. Quels sont les enjeux, selon vous, que Meta va devoir
affronter en 2024? Benjamin, si tu veux commencer. Oui, moi je pense qu'il y a toujours un même sujet qui va être le tracking au fait et l'attribution de la donnée. Surtout au fait en 2024 parce qu'on va certainement avoir, en fait les cookies tiers qui vont disparaître. Donc ça va clairement changer aussi la donne. Plus en plus au fait d'annonceurs, on le voit chez nos clients, on se pose la question de la perte de données, de la perte de du coup de confiance au fait de l'attribution sur le fait que, Facebook s'attribue une vente ou non par rapport à une autre plateforme. Donc on a beaucoup de remises en cause au fait du tracking et en 2024 pardon, vraiment, l'annonce de la fin des cookies tiers, ça va être je pense un gros défi, pour Meta mais aussi pour nous, les annonceurs, et ça va changer notre métier globalement, d'avoir, un peu plus, d'analyse, financière, d'analyse de data, d'attribution avec des outils tierces pour comprendre ce qui se passe, sur les plateformes et pas uniquement la data que nous remonte Meta. Donc pour moi ça c'est un gros défi. Il y a déjà des solutions qui existent comme, l'API conversion. Il semble avoir des nouvelles alternatives, qui vont se mettre en place, comme le Google Privacy Sandbox qui sont en fait des fonctionnalités tierces, pour permettre aux annonceurs de pouvoir toujours faire de la publicité ciblée. Donc il y a pas mal de choses qui vont bouger à ce niveau-là, je pense en 2024. Donc ça restera, un gros enjeu pour Meta pour que les annonceurs aient toujours confiance, au fait, à la plateforme et aux données, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Antoine, tu veux embarquer? Ouais, ben écoute, effectivement, j'aborde dans le même point que Benjamin, la fin des cookies tiers, ça va être un défi. Par contre, je pense que c'est un défi en 2019 pour Meta. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été vu et compris et analysé depuis 4-5 ans maintenant. Je pense pas que pour les agences et pour les annonceurs spécifiquement, pour les gens qui font de la publicité, ça va être un défi direct parce que les résultats risquent, de toute façon, à peu près 80% des résultats qu'on voit, ou peut-être un peu moins, mais c'est à peu près ce qu'on voit en ce moment, c'est sur de la modélisation, hein. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement les vrais achats, c'est davantage relié à ce que Meta pense qui est en train de se dérouler. Donc, c'est vraiment orienté sur la modélisation. Donc, je pense que la modélisation va faire son travail, va aider la plateforme à garder des informations toujours cohérentes. Et effectivement, par contre, le métier d'acheteur média en soi évolue. C'est sûr et certain que on doit bien comprendre la dynamique financière, la structure. Simplement se fier à des retours sur Facebook, ça risque d'être sensiblement compliqué. On doit avoir une vue un petit peu plus globale de tout ça. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, Antoine, sur le podcast avec les différents épisodes sur les fondations financières. Puis tu vois, moi, pour 2024, je pense que les gros défis que Meta va avoir vont être encore des défis politiques et légaux. Je pense qu'il y a vraiment un envie spécifiquement de l'Union européenne de démanteler ces gros joueurs-là, de leur mettre des bâtons dans les roues pour des raisons qui peuvent être bonnes, pour des raisons qui peuvent être argumentables. Je pense que chaque personne va défendre un petit peu son propre agenda ici. Je pense que ça va être davantage ces types de défis-là. Benjamin l'a mentionné plus tôt, la version payante de Facebook était davantage une réponse à des nouvelles régulations. Il va continuer à avoir de la pression sur ces entreprises technologiques-là pour la protection des données des utilisateurs. Et qu'est-ce qui se déroule souvent, c'est quand un gros joueur est capable, ou plutôt quand un gros pays ou un continent même, comme l'Union européenne, est capable de faire pression et ultimement faire plier un géant technologique, qu'est-ce qui se déroule? Ça donne des envies à d'autres pays. Et c'est ce qui s'est déroulé, si on prend un exemple avec l'Australie, il y a en 2019, si ma mémoire est bonne, ou 2020, qui avait mis beaucoup de pression sur Meta pour faire en sorte que les journalistes reçoivent des compensations de Meta à cause qu'ils volaient, entre parenthèses, là, selon leur dire, des revenus publicitaires qui auparavant étaient donnés aux journalistes. Et qu'est-ce qui s'est déroulé cette année? On l'a vu au Canada. En ce moment, au Canada, pour que vous le sachiez, les gars, parce que je sais que peut-être c'est pas quelque chose que vous avez suivi, mais on n'a pas accès aux nouvelles sur Facebook. On n'a pas accès aux nouvelles sur Instagram. Facebook a complètement coupé toutes nouvelles des gros journaux locaux parce que il y a eu la loi C-18 qui s'est intégrée au Canada, disant que les grandes plateformes technologiques se doivent maintenant de donner des compensations excessivement importantes aux journaux locaux pour rester actifs, pour rester en vie. Et ça pouvait monter pour des centaines et des centaines de millions que Meta devait payer chaque année. Donc, qu'est-ce que Meta a décidé de faire? Ben, tu sais quoi? Nous, il n'y en aura pas de journalistes sur notre plateforme. Donc, ils les ont enlevés littéralement. Et je pense que stratégiquement, ça a été quelque chose
d'excessivement intelligent qui porte ses fruits maintenant parce que ça met beaucoup plus de pression sur le gouvernement. Bref, essentiellement, cette loi-là a été mal montée, mais mon point est plus large ici. Je pense que ce qui s'est déroulé au Canada risque de se dérouler aux États-Unis. Les États-Unis vont essayer de faire pression sur Meta pour donner davantage de compensation aux journalistes, d'où l'idée que Meta doit tout faire pour ne pas succomber à la pression canadienne, parce que si le Canada est capable de battre Meta, les États-Unis vont foncer excessivement rapidement sur une loi qui est similaire. Donc vraiment, 2024, je pense que globalement, pour les annonceurs, on va être OK. La plateforme va être même encore plus puissante à cause des apprentissages qu'ils font au niveau, encore une fois, on le répète, de l'intelligence artificielle. Et les gros enjeux vont vraiment être liés, selon moi, à des joutes politiques, des joutes légales qui vont continuer même, selon moi, pour 2025 également. Clairement. Danilo, est-ce que tu as envie de répondre du coup à cette question aussi? Ouais, bien sûr. Bah, vous avez bien résumé ça avec notamment le tracking. Donc ça, je voulais clairement en parler. Bah, que ça va, avec la disparition des cookies tiers sur Google, ça va créer un nouvel enjeu. C'est comment Meta va pouvoir accompagner les annonceurs à bien installer leur API de conversion ou un tracking server-side. Parce qu'on sait que pour certains, sont encore assez techniques et même s'ils ont développé certaines solutions, certaines intégrations, c'est pas encore parfait. Et l'autre point, tu l'as déjà mentionné, Antoine, c'est l'IA générative. Parce que là, Meta est en train de Ouais. lancer plusieurs fonctionnalités là-dessus. Il y a Emu, il y a AI Sandbox, il y a celui dont tu as parlé, Imagine. Comment est-ce qu'ils vont l'intégrer à la plateforme? Comment est-ce qu'ils vont intégrer ça à la plateforme pour que les annonceurs commencent à utiliser ces fonctionnalités-là, soit pour recadrer des images plus facilement, soit pour produire des Clairement. images, des vidéos à partir d'un prompt. Donc à ce niveau-là, est-ce que ça va arriver sur la plateforme? Donc là, l'année passée, on a beaucoup parlé du fait que le métaverse, peut-être qu'il y allait avoir quelque chose et finalement, il s'est rien passé. On n'a pas pensé à l'IA. Donc là, est-ce que sur 2024, l'IA va vraiment arriver sur la plateforme au-delà que sur ce qu'ils font déjà du point de vue algorithmique, donc c'est-à-dire nous permettre de plus facilement cibler nos clients avec des campagnes Advantage Plus? Est-ce qu'au niveau créatif, ils vont réussir à l'intégrer plus facilement de façon à ce que les annonceurs l'utilisent? Et tu parlais tout à l'heure du fait que les options Advantage Plus créatives sont chiantes. Ben, moi, je trouve aussi que ces options qui apportent actuellement pas beaucoup de valeur, en tout cas, moi, j'ai l'impression, pour nos créas, et pourtant, elles sont activées de manière automatique. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à convaincre l'annonceur que c'est intéressant de cocher ces options-là et que ça apporte vraiment quelque chose de plus à leur publicité? Donc, moi, c'est un peu les enjeux, là, plutôt du point de vue de la plateforme. Clairement, les possibilités sont infinies. Juste, voilà, de dire peut-être qu'ils peuvent importer Imagine dans le Ads Manager. Et lorsque vous arrivez à votre créa, vous dites, bon, bah, vous voulez quoi comme créa? Vous faites un brief et c'est parti, vous l'avez immédiatement. Tout est intégré. C'est effectivement, ça peut être absolument gigantesque. À voir comment ça va suivre et à voir comment ça va être adopté forcément par les utilisateurs du Ads Manager. J'aimerais juste refaire un tour sur ce dont on a parlé juste avant. Antoine, tu as parlé de la loi C18. On a parlé aussi de joutes politiques. Moi, j'ai un peu l'impression que tous ces trucs qui se passent en Europe, tous ces trucs qui se passent au Canada, etc., qui veulent un peu embêter finalement tous les gros joueurs des réseaux sociaux, etc. J'ai plutôt l'impression que à long terme, ça va juste leur sécuriser une place et cloisonner le marché. Je m'explique. Imaginez, vous êtes un nouveau réseau social, vous voulez vous lancer, vous voulez après monétiser votre audience, etc. Mais ça devient juste complètement impossible vu tout ce qui est en train d'arriver, alors qu'à l'inverse, un Meta, Instagram, etc., un TikTok, etc., qui ont eu le temps de travailler avec les données auparavant, qui ont eu le temps, et on a mentionné ce terme que j'attendais, de mettre en place des systèmes de modélisation, à savoir, on n'est pas certain qu'il y a une conversion, mais parce que notre IA est entraînée, on estime que là, il y a une conversion, donc on vous remonte une conversion, un achat, un lead, etc. Juste l'impression que ça va juste cloisonner le marché et ça va rendre plus puissants ces mêmes acteurs. Tu parlais de la loi C18, Antoine, mais finalement, qui sont les journaux qui sont le plus à plaindre là-dedans au Canada avec cette loi? C'est finalement les petits journaux qui misaient sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, etc., etc. Ben exact, c'est ça l'enjeu. Si on analyse concrètement, les gens qui perdent le plus là-dedans, ça a été les journaux locaux, les journaux locaux de deuxième génération qui ont vraiment bâti une notoriété avec les médias sociaux. C'est pas les journaux qu'on connaît depuis très, très longtemps. Donc, bref, Ah non. on s'attardera pas tellement sur cette loi-là, mais globalement, ça a été mal construit de A à Z et ça crée malheureusement des communautés, des journaux en ce moment qui sont en train de fermer, qui sont en train de descendre considérablement leurs revenus à cause qu'ils n'ont plus accès à se promouvoir sur Meta. Très bien. Bon, écoutez les gars, dernière question. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de Meta en 2024? Je commence avec un truc très très simple. Les comptes pro Facebook
parce qu'à date, ils en ont parlé, on n'a rien du tout. J'ai eu encore un problème avec mon compte perso pour me connecter au Ads Manager et c'est vrai que c'est très 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 handicapant quand ça vous arrive. Donc par pitié, sortez-le rapidement qu'on sorte de cette précarisation sur le Ads Manager. Voilà. Bon, c'est ta liste de souhaits. Non, c'est vrai que moi aussi, en termes de liste de souhaits, pour moi, je vous parlais de la planification budgétaire au début, et je trouve que l'outil peut vraiment être puissant, mais j'ai l'impression que là, actuellement, c'est pas si intéressant de l'utiliser, parce qu'on a plus envie de le faire de manière manuelle pour être sûr qu'il va Ouais, vraiment je suis d'accord. dépenser le budget qu'on lui demande de dépenser. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait juste une sorte de condition qui te dit, est-ce que si mon CPA est en dessous de tant d'euros, bah, tu peux augmenter le budget de 50%, ou pas Tu crées forcément une jusqu'à règle. 50%. Vraiment juste améliorer le truc, et moi, ça me semble faisable du point de vue technique. Et puis, il y a un dernier truc un autre truc qu'on n'a pas forcément parlé, c'est, vous savez, sur TikTok, il y a un format ads qui marche bien, c'est le Spark Ads. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser un format similaire sur Meta de manière beaucoup plus fluide que quand on doit aller accéder à la page Facebook ou le compte Instagram du créateur, puis après lui demander de faire un partenariat, puis après accéder à ses audiences. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, donc je sais plus exactement comment ça se passe actuellement, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus galère que sur TikTok où c'est beaucoup plus simple. Donc en gros, plus facilement travailler avec un créateur et promouvoir son contenu. Ok, très bien. Benjamin? J'avais identifié 2 choses, je rejoins ce qui a été dit et je trouve ça, super pertinent. On en a beaucoup parlé, mais en fait, j'attends beaucoup de méta, sur la partie IA forcément, là on en a beaucoup parlé, mais c'est sûr que, aussi bien en termes de copywriting que de visuel, on va certainement avoir, beaucoup de choses. Je me demande même si à un moment donné, en fait, tu vas pas avoir d'espèce de Canva, ou de logiciel, au fait, de montage directement, en fait, dans le gestionnaire Meta, tu puisses lancer des campagnes. Et du coup, ça devient vraiment une grosse question pour nous de se dire, quelle est la valeur ajoutée, au fait, que tu vas avoir en tant qu'agence là-dedans. Parce que finalement, quand il y a beaucoup de IA, soit il faudra bien savoir la maîtriser, donc les prompts, et cetera. Ou alors ton travail va se déporter sur d'autres choses avec du contenu à plus haute valeur ajoutée, ou alors une analyse plus fine sur, l'attribution, sur, l'analyse financière, on en a parlé tout à l'heure aussi, ou même, au fait, sur la partie tunnel de vente, sur la partie offre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, je pense, autour de tout ça, ou ce qui vont impliquer, en fait, que notre métier va évoluer. Après, il y a autre chose, je reviens à un peu, sur la partie analyse. C'est vrai qu'aujourd'hui, les stats qu'on a sur, le dashboard, on va avoir des KPI comme le CTR, le ROS, et cetera, qui pourrait être vraiment intéressant, c'est d'inclure, également, en fait, des données de LTV, en fait, qu'on va avoir plutôt sur avec des plugins, externes sur Shopify. Mais est-ce qu'à Tellement. un moment donné, on va pas pouvoir l'intégrer directement dans le manager? Et ça va nous permettre, nous, en tant que responsable de media buyer, de dire à l'annonceur, écoute, oui, on a un ROS qui est au jour le jour, qui est pas si simple aujourd'hui à exprimer et à exploiter, parce que c'est pas, synonyme de croissance forcément. Par contre, la LTV, ça peut nous donner, d'autres idées, au fait, du chemin de la croissance. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'inclure, au fait, des analyses qui vont être plus liées au tunnel. Ça peut être le CVR, enfin des choses qui sont peut-être un peu plus profonds, mais qui peuvent nous aider, nous, en tout cas, à optimiser les campagnes, à terme. C'est un bon point. Je veux juste rajouter un petit truc. Vous vous rappelez de Facebook Analytics quand ils l'ont supprimé il y a 2 ans? Je trouve que Oui, l'outil était vraiment puissant. on en parlait l'année Et, dernière. Ouais, et vas-y. c'était la tentative de Meta d'aller beaucoup plus loin dans le tunnel de vente et la LTV, où ils avaient quand même fait un truc quand même plutôt sympa. Et là, pourquoi est-ce qu'ils le relançaient pas finalement? Vu qu'ils ont réussi à réactiver des fonctionnalités qui avaient disparu avec iOS 14, enfin moi j'ai pas compris exactement pourquoi ils l'ont désactivé, tout comme l'autre outil qui permettait de voir un peu la saturation de ton audience. Maintenant il est plus là et c'est un outil qui était quand même efficace. Ben, c'est simple, Danilo, ils ont envoyé 21 000 personnes, fait qu'ils sont Ouais. plus, ils peuvent plus travailler là-dessus, là. Ils ont tous été renvoyés, les gens travaillent sur le dossier. C'est bête parce que enfin, c'est un bon point, surtout que maintenant le marché est prêt, le marché attend que ça. Et je pense qu'on utilise tous des lifetime leads, des triple well, des segmetrics, etc. Enfin, plein de SaaS, des plugins qu'on met à côté pour bien suivre. C'est vrai que là, si ça arrive sur Facebook, ça peut être vachement plus intéressant, quoi. Ouais, c'est souvent, en plus, des outils, Triple Heroes, enfin des outils comme ça, c'est des outils qui sont pas donnés non plus, hein, pour les annonceurs, et la majorité, au fait, ne passe pas le pas parce qu'ils trouvent ça trop cher. Donc c'est vrai qu'il y a un gros enjeu, je pense, d'intégration de tout ça, dans le gestionnaire de campagne directement. Ne serait-ce que pour nous, c'est beaucoup plus simple d'avoir un outil pour, piloter que plusieurs, hein, où on switch,
Et finalement, on a toujours la question de oui, mais lui me dit ça, je dois croire qui finalement? Donc c'est pas si simple, mais en tout cas, gros enjeu, enfin grosse attente plutôt de nous pour Meta en 2024, ça c'est sûr. Ouais. Et je repense Parfait. encore à Antoine? Facebook Attribution, qu'ils ont fait Ah, vas-y, disparaître vas-y. aussi. Donc, ils ont fait disparaître à la fois Analytics et Attribution, qui était vraiment, enfin, tout ce que Benjamin demande, c'était ce qu'ils avaient déjà prévu avant. Comme quoi le Père Noël, il a pas exaucé tous mes vœux. Ouais, non. Ben écoute, pour 2024, plusieurs points, je pense on l'a mis au placard un peu parce que il s'est fait voler la vedette par ChatGPT et l'intelligence artificielle cette année. Je parle ici du Metaverse. Faut pas oublier que en 2024, je crois que c'est en Q1 ou en Q2, Apple va lancer son casque de réalité virtuelle. Et ça se pourrait très bien qu'il y ait, à partir de ce moment-là, s'il y a deux gros joueurs qui sont sur le dossier de démocratiser le metaverse, il y a des bonnes chances que l'adoption devienne de plus en plus importante. Et je pense qu'il faut vraiment pas le mettre de côté. Quand tu as deux des magnifiques sets qui mettent autant d'efforts sur le metaverse, ça veut dire qu'il va y avoir un marché. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait des développements là-dessus, de quelle manière ça peut se mettre en place, à voir. Je parlais récemment avec un ami à moi qui est dans le domaine manufacturier qui me disait qu'en ce moment, il y a énormément d'entreprises qui, pour faire visiter et expliquer des machines à des clients potentiels, habituellement, tu faisais venir tes clients dans tes bureaux, dans tes installations, ils envoient littéralement des casques de réalité virtuelle à leurs clients et ils leur font une démonstration à distance. Donc, faut Wow. pas sous-estimer, selon moi, ce que le metaverse peut devenir tranquillement en 2024 et 2025 et Meta va être dans les joueurs là-dessus. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose sans nécessairement dire que ça va être leur vision principale parce que clairement, ça va être tout ce qui est orienté au niveau de l'IA. On en a parlé avec Llama 2 et les autres itérations qui vont venir ensuite. Mais le metaverse, il ne faut pas le perdre de vue. Il y a un point que je pense que Benjamin t'a soulevé sur un peu le métier, le travail de l'acheteur média. Je pense que c'est des choses qu'on dit depuis excessivement longtemps. Il y a beaucoup de choses qui deviennent des commodités et ultimement, ça se pourrait même très bien que si c'est pas en 2024 ou en 2025, une partie de la création jusqu'à un certain point devienne sensiblement une commodité également. C'est-à-dire que oui, Meta va intégrer très rapidement des outils de rédaction dans son gestionnaire de publicité Facebook. Meta va intégrer très rapidement des outils de création de visuels dans sa structure publicitaire. Donc, effectivement, il faut continuellement se poser des questions sur le rôle de l'acheteur média et on le dit depuis longtemps, comprenez une vision, ayez une vision beaucoup plus stratégique que simplement une vision technique. Je pense que si vous comprenez pas essentiellement c'est quoi du direct response marketing, vous allez être dans le trouble. Ça, c'est clair, net et précis. Donc ça, je pense que c'est un point important à prendre en considération. Le metaverse, l'importance du rôle de la personne qui s'occupe de tout ça. Et vous avez parlé un peu, les gars, d'analytique. Je pense que clairement, il y a un défi ici. Il y a vraiment un défi ici parce que c'est pas vrai de penser que les outils d'analyse externe, IROS, Triple Well, Wicked Reports, sont des outils que toutes les entreprises utilisent et vont utiliser. La barrière à l'entrée est élevée, les prix sont élevés. Ultimement, ça devient un stack technologique assez dispendieux pour une boutique en ligne à utiliser. Là, tu as ton outil d'attribution, tu as toutes tes applications sur ta boutique Shopify ou sur ton site Internet. Ça devient dispendieux. Donc, il y a clairement un coup à jouer ici dans le reporting. Qui sait, peut-être que J7 va venir essayer de régler quelque chose dans tout ça. À voir. Allez, un coup de pub, c'est parti. Euh, Bon, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec toi sur le casque de réalité mixte pour le coup de Apple. C'est vrai que le projet est fantastique et c'est vrai que du coup, s'il y en a deux gros qui s'y mettent, on peut voir Ça se peut que déjà ça soit belle large. l'ouverture. Ouais. L'ouverture vers un marché qui va être grand, à mon avis, d'ici 3 à 4 ans, mais ça se peut que 2024 marque le pas de Mhm. Ah, OK, c'est ça le metaverse. Mhm. Là, je commence à comprendre. Messieurs, on termine ce podcast tout doucement. Merci d'avoir été avec nous. Benjamin, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as un dernier conseil aussi? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Alors sur les internets, on peut me retrouver sur LinkedIn, hein, où on essaye d'être assez actif, d'apporter un peu de valeur, et d'échanger et puis sur la chaîne YouTube aussi où, voilà, on essaie de partager quelques tutos, quelques éléments, de réponse, sur l'acquisition et voilà. Sinon, je pense que Meta sera toujours une grosse plateforme pour nous en 2024 comme elle l'a été en 2023. Pour le coup, on n'a pas à rougir, hein, de donc ça, c'est plutôt rassurant
Et puis bon, on avance sereinement, quoi, du coup. Très bien. Ok. Et toi, Danilo? De mon côté, comme pour Benjamin sur LinkedIn, hein, je suis très actif aussi, hein, tous les jours je publie. Et sur mon podcast Le Rendez-vous Marketing, que vous pouvez également retrouver comme Social Scaling sur YouTube. Je pense que c'est déjà pas mal. Et ce qu'il y a d'autres choses, ma newsletter également, vous pouvez me retrouver aussi sur la newsletter. Parfait. Je mettrai vos liens dans la description de l'épisode. Antoine, je te demande pas où t'es. T'es là. T'es sur Social Scaling, c'est bon. Toujours présent, toujours Voilà, présent, t'es plus Antoine. sur le banc. C'est bon, je t'ai mis titulaire. Nickel. Mais écoutez, Merci. messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis aussi sur Social Scaling. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Ça nous aide pour le référencement et puis ça nous aide aussi à savoir si ce qu'on vous propose vous plaît. Merci messieurs. Et une dernière fois, on se retrouve prochainement sur un autre épisode, je l'espère, de Social Scaling.